Est-ce que vous pouvez parler de votre travail et votre album? Qu'est-ce que c'est lequel le type d'organisation? Oui. Alors, peut-être je vais commencer par pourquoi est-ce qu'on a créé Alcom, peut-être. Il se trouve que j'ai rencontré Armando Balis dans la classe de Denis Dufour en 2010. Et on approchait tous les deux de la fin du diplôme et on faisait le constat sur que ça allait être compliqué après de continuer à avoir des concerts, etc. Que le milieu de l'acousmatique, c'est un milieu un peu difficile où finalement il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'être joué. On se rendait compte que pour pouvoir être joué, il allait peut-être falloir commencer à faire des pièces qui soient calibrées pour les concours, etc. Et on a cherché une solution pour pouvoir être un petit peu autonome par rapport à la production de nos œuvres. Et on voulait surtout garder la liberté du format des pièces, pouvoir faire des pièces longues si on en avait envie. C'est un peu des choses qu'on avait abordées, explorées avec Denis, des formats assez longs et qu'on aimait bien. Et on avait envie de défendre ça et la liberté des jeunes par rapport à la production, etc. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer de monter d'abord un acousmonium pour faire des concerts comme ça, autonomes. Et il faut en fait des gens pour porter tout cet univers musical. Clairement, il y a quand même moins de monde qui porte ça que dans le jazz ou d'autres choses comme ça. Donc c'est très important quoi. Donc d'abord on a acheté 12 haut-parleurs et on a commencé comme ça. Et progressivement, on est rapidement arrivé avec l'idée qu'en fait, il faudrait quand même qu'on ait un vrai acousmonium. Donc là, on est à plus d'une trentaine de haut-parleurs. Et rapidement, on a commencé à se structurer en association. Et on a été rejoint par Paul Ramage et Maïlis Reynal. Et puis du coup, progressivement, voilà, on a commencé un petit peu à réfléchir à ce qu'on voulait défendre dans cette association. Finalement, on s'en est servi à la base, pas tellement pour produire nos œuvres, mais plutôt pour produire d'autres gens. Ça a commencé par d'autres gens. On voulait, on a fait pas mal d'appels à œuvres au début parce qu'on voulait soutenir les jeunes justement qui avaient moins de chances d'être produits. Donc des appels à œuvres thématiques. On avait fait d'abord, on a voulu comparer les écoles parce qu'on trouvait qu'il y avait un peu des conflits entre les différentes écoles européennes, que les rapports entre nos prédécesseurs n'étaient pas toujours harmonieux. Donc nous, on voulait sonner la fraternité au niveau de l'électroacoustique. Et donc on a sonné chez les Belges, on a sonné en Italie, et puis on a fait un premier truc thématique qui s'appelait Territoire acousmatique, où on a programmé des Belges, des Italiens, et puis nous, et puis des Français. Et ensuite, on a fait un appel à œuvre autour de l'amour et l'érotisme, etc., dans la musique électroacoustique. Et puis, on a fait aussi un appel à œuvre sur l'autoportrait. Voilà, où là, on a fait aussi un appel à œuvre avec des vidéos. Donc, ça a commencé comme ça. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés pendant créer la gomme ou pour faire les concerts? Bah, notre principale difficulté, et qu'on a toujours, c'est le problème des salles. C'est-à-dire que, voilà, ça nous est déjà arrivé de louer des salles mais c'est vrai que pour l'instant, comme on ne touche pas de subvention, on commence à monter on est assez lent parce qu'on est tous professeurs à côté et donc voilà, on ne peut pas s'y consacrer à 100%. Et donc voilà, on commence à structurer vraiment notre association sur un plan administratif et donc ça y est, maintenant on va pouvoir commencer à demander des subventions. On en reçoit quand même déjà un peu de la SACEM, mais ça reste pour l'instant insuffisant pour nous pour vraiment être autonome par rapport aux salles. Donc notre grande difficulté, c'est ça, c'est trouver un lieu avec lequel faire une résidence pour avoir une régularité de saison. Pour l'instant, on saisit les opportunités. On a eu la chance de pouvoir faire des concerts dans des lieux très sympas, comme la Bellevilloise, comme le musée Guimet, ou des lieux comme ça qui sont, voilà, qui sont sympas, enfin voilà. Mais par contre, voilà, la difficulté, c'est qu'on ne sait jamais si demain on aura un lieu, etc. Donc on est vraiment tributaire de ça, et c'est le problème aussi de la région parisienne, qui est un peu compliqué à ce niveau-là, quoi.
On défend vraiment le fait qu'il faut que la personne qui est derrière la console soit un interprète professionnel, quelqu'un qui a été formé à ce métier d'interprète. Ça va être très rarement un compositeur qui va jouer sa propre œuvre. Ce cas de figure, on le voit régulièrement, par exemple sur les acousmoniums du GRM, notamment de musique et recherche. Je le sais parce que dans mon travail de chercheur, j'étudie aussi les pratiques sur ces acousmoniums, donc je vois fréquemment des compositeurs jouer leurs propres œuvres. Et il n'y a d'ailleurs pas, en tout cas au GRM, d'interprète attitré de l'acousmonium, de leur acousmonium. Par contre, à Motus, ça sera toujours un interprète qui joue donc l'œuvre de quelqu'un d'autre. Donc moi j'essaye depuis 95, ça fait 24 ans, de faire comprendre qu'un vrai interprète, c'est quelqu'un qui dit « je suis au service de la musique ». Donc d'abord, je connais mon instrument, je sais comment il marche dans telle ou telle salle, et surtout, je sais quelle musique je vais jouer, comment elle se joue, qu'est-ce qui se passe dans cette musique. Donc c'est pas de l'improvisation, ça peut pas être improvisé, un concert acousmatique. La musique, elle existe avant. Donc tout ça, il faut le comprendre. C'est à la fois un peu de théorie et à la fois beaucoup de pratique. Moi, j'ai développé une technique que Denis ne faisait pas, ou du moins de façon beaucoup plus, on pourrait dire, de façon plus libre, mais en même temps, moi, je l'ai un petit peu standardisée, cette technique, non seulement pour les concerts, mais surtout pour pouvoir l'enseigner, puisqu'à partir de 2001, j'ai commencé à enseigner l'interprétation acousmatique dans des petits stages. Voilà. À partir de 2002, il y a eu le stage Futura, et ensuite ça n'a pas arrêté. Donc jusqu'à 2015, à partir de 2015, depuis que je suis à Pantin, j'enseigne l'interprétation acousmatique tous les mois. Chose qui, à ma connaissance, n'existe pas en France. Je connais une seule autre classe où c'est la même chose, c'est en Belgique. Et sinon, en dehors de ça, à ma connaissance, en France, il existe effectivement parfois quelques stages ici ou là. En général, dans les autres conservatoires, par exemple, quand ça existe, c'est souvent avant les concerts. Donc, dans chaque classe, il y a quand même régulièrement des concerts au moins une fois par an. Alors, des fois, le professeur, quand il a un peu la possibilité d'avoir un vrai acousmonium, il organise un petit stage de 1-2 jours, un week-end, par exemple, juste avant le concert pour expliquer. C'est ce qu'ils font à Toulouse, par exemple. Au Conservatoire de Toulouse, je sais qu'avant chaque concert, il y a un petit week-end où le professeur apprend l'enseignement de l'interprétation, de la spatialisation sur acousmonium. Mais pareil, ça s'adresse aux élèves de la classe de composition. Lorsque nous, interprètes, on sait qu'on va faire un concert, mis à part tout le travail de mémorisation et d'analyse des œuvres qui vont être jouées, on réfléchit en parallèle à comment, de quelle manière on va installer l'acousmonium dans la salle de concert. Et donc, il y a plusieurs étapes aussi pour ce travail. On va d'abord réfléchir à quel haut-parleur on va sélectionner. On a un ensemble, un parc de matériel et on va choisir en fonction de l'écoute qu'on a eue des pièces et de ce qu'on a envie d'en faire, quel haut-parleur choisir, à quel endroit aussi on va les mettre dans la salle. Alors ça, c'est en fonction de ce qu'on a planifié de faire dans notre interprétation, mais il va y avoir aussi une adaptation nécessaire à la salle où va se dérouler le concert, comment elle sonne, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, où va être placé le public, où va être placé l'interprète. Et puis une fois, donc ça c'est ce qu'on appelle l'implantation des haut-parleurs dans la salle. Et une fois ce travail fait, on réfléchit aussi à comment on va répartir sur notre interface de jeu ces haut-parleurs. Alors on essaie toujours de conserver une même logique, mais il y a quand même des modulations possibles à l'intérieur de cela. Et puis il y a toute une étape aussi qui est faite au moment des répétitions, au moment de l'installation du dispositif dans la salle et au moment des répétitions, qui est ce qu'on appelle l'accord de l'acousmonium. On va s'arranger pour que chaque paire de haut-parleurs, selon sa position dans la salle par rapport à nous, interprètes, entre
chaque paire entre elles sonne de manière égale en termes d'intensité, par exemple. Il y a plusieurs étapes de réglage nécessaires. Voilà, c'est la dernière étape, je réfléchis en même temps. On fait parfois quelques réajustements de niveau, très peu de filtrage, mais de niveau ou même d'orientation des haut-parleurs, parce que une fois qu'on a choisi leur emplacement dans la salle, ils peuvent être aussi orientés de différentes manières et inclinés de différentes manières. Ça, c'est souvent des petits détails qu'on fait à l'écoute au moment de la répétition dans la salle de concert. Berceuse pour Piccoletto de Dieter Kaufmann. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre travail sur la composition pour le théâtre? C'est comment le processus, comment le début, on doit préparer quelque chose, discuter avec les... Alors en général, il y a des univers, ça dépend, déjà c'est différent selon chaque metteur en Par scène. exemple, vous pouvez parler un exemple. Alors un exemple pour la composition pour le théâtre, c'est avec le metteur en scène Julien Ball, qui adaptait la Rouge-Forêt, un texte sur des gens qui sont dans la zone de Tchernobyl. Et il m'avait donné une couleur forte, il m'a dit voilà, l'enfant, c'est un petit génie, c'est un peu comme un petit Mozart, et il faut ramener du baroque là-dedans. Et est-ce que tu pourrais travailler là-dessus, et peut-être avec du clavecin? J'ai cherché plein d'interprétations pour trouver des fragments, des extraits, qui soient des boucles, ou juste des percussions résonances avec des notes de clavecin qui résonnent, des boucles, des différents samples qui allaient me servir pour composer la musique par la suite. Ensuite, dans la pièce de théâtre, j'avais un rôle sur scène pour le déclenchement de tous les samples, ceux qui avaient une fonction quasiment de bruitage, à savoir une ponctuation et une illustration sonore, ceux qui avaient un rôle de paysage sonore et ceux qui avaient un rôle musical. Et parfois c'était en simultané avec la vidéo, je lançais aussi les vidéos à ce moment-là. Et le travail se faisait au fur et à mesure des jours. Il me demandait, bon voilà, est-ce que tu as pu faire une proposition pour tel passage? Donc je lui fais écouter quelque chose que j'ai fait la veille. Le temps de travail est extrêmement court, ça n'a rien à voir avec le temps de la composition dans mon cas, puisque le temps de composition, de travail qui est offert dans le théâtre contemporain pour les petites compagnies qui ne sont pas connues, il est très très court. Et en général, il y a un travail de création et c'est joué une ou deux fois et après c'est fini. Donc c'est pas très rentable et c'est très difficile, il faut composer très très vite. On n'atteint pas les mêmes qualités d'enchaînement, de tuilage, de finesse qu'on peut avoir dans les compositions acousmatiques pures et dures que l'on fait le reste du temps. En fait, la qualité du travail est parfois on ne doit pas aller trop loin parce qu'on a tendance à modifier en permanence. Il faut savoir être extrêmement réactif et j'ai eu beaucoup de soucis pour ma part parce que la composition, tout est extrêmement imbriqué. Si on déplace un son, le reste des sons doit bouger avec et c'est un peu un très 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 grand souci de composer pour le spectacle vivant quand on doit sans arrêt réagencer. Donc il faut savoir être souple et ne jamais geler complètement sa musique. Alors ouais, j'adore la musique mixte. Voilà, je suis très très fan de la musique mixte. Il devrait y avoir beaucoup plus de concerts de musique mixte. Oui, alors la voix par contre est extrêmement présente dans mon travail de composition depuis toujours. La voix c'est ce qui me parle en fait. J'adore ça. Et donc j'ai écrit un triptyque mixte pour 4 voix, je crois, oui, 4 voix de femmes et sont fixées. Et après aussi, dans mes pièces acousmatiques, il y a souvent beaucoup de voix.
Beaucoup de voix, beaucoup de citations de chants traditionnels, notamment. Donc, pour vous, il y a des expériences dedans, rencontrer des problèmes Ah, et moi j'ai toujours rencontré des problèmes. Hein. Ah, il y a toujours des problèmes. Bah oui, parce que il faut que, notamment dans la temporalité, faut que les musiciens puissent être en place avec le son fixé, qui lui fait sa vie de son fixé et file quoi qu'il se passe derrière. Donc c'est pas facile. Alors on leur met des clics ou des décomptes, alors du coup ça les sort aussi de l'interprétation d'une certaine façon aussi, donc c'est assez compliqué, ouais. Moi à chaque fois ça a été vraiment des grands questionnements. Après j'ai essayé de m'adapter quand même beaucoup aux interprètes. C'est-à-dire qu'il y a des interprètes par exemple que ça dépend d'où ils viennent aussi hein, dans leur pratique, que ça dérange pas du tout d'avoir un clic. Il y en a, c'est pas possible, ça les sort complètement de leur interprétation. Donc en fait en général, la dernière par exemple, je l'ai vraiment pensée de façon à ce que les interprètes soient vraiment libres. Donc il y avait vraiment des plages finalement un peu plus aléatoires que les pièces précédentes, parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire des choses parfaitement calées entre le son fixé et les instruments, j'ai trouvé ça assez délicat pour les interprètes. Donc après il y a plein de solutions possibles. En fait ça dépend du projet de composition aussi. Donc il y a des œuvres où la liberté dans le temps est possible, il y en a d'autres où non. Donc ça après, ça dépend des projets quoi. Mais c'est clair que c'est plus compliqué, clairement. Chez Maison Onin, on est éditeur au sens vraiment traditionnel, c'est-à-dire que ce qui compte pour nous, c'est d'aboutir à une publication écrite. Donc, il y a quelque chose depuis maintenant pas mal d'années, maintenant c'est très bien en place. Mais quand on a commencé ce projet il y a 6 ans, c'était un vrai virage dans l'édition. Parce qu'en fait, en France et dans le monde, les maisons d'édition, c'est soit des majors, donc c'est des très grosses structures qui font pas que de la musique contemporaine, comme Universal par exemple. Ou alors, en France notamment, c'est des éditeurs, on va dire, de plus petite taille, mais par contre qui existent depuis très longtemps. Donc ça fait déjà 100 ans, 200 ans que ces structures existent. Et donc forcément, nous, quand on a amorcé le projet, c'était assez osé parce qu'on partait vraiment de rien du tout. On est parti avec très peu d'argent, on a lancé ça. Notre première imprimante, par exemple, on l'avait achetée sur eBay d'occasion en Allemagne. On devait faire le recto verso à la main, tu vois, c'était vraiment le tout début. Mais bref, et là où je veux en venir, c'est que le digital, c'était vraiment un virage dans la manière dont travaillaient les éditeurs. Et quand on parle de digital aujourd'hui, on pense tout de suite au PDF, c'est-à-dire à un fichier digital qui permet de lire la partition. Mais en fait, le digital, il a changé beaucoup plus de choses que ça. Concrètement, avant, pour imprimer une publication, on ne travaillait pas en numérique avec des machines comme nous on a, c'est-à-dire on pouvait lancer comme ça un fichier et on pouvait tirer que quelques exemplaires si on a besoin. Avant, on était obligé de tirer avec d'autres technologies d'impression sur des tirages en quantité beaucoup plus importante et du coup il fallait stocker et c'était un modèle de gestion qui était complètement différent par rapport à aujourd'hui où on peut finalement avoir une manière beaucoup plus souple de travailler. Nous, par exemple, on a fait le choix de fabriquer nous-mêmes parce qu'on peut le faire aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, en plus, on travaille sur de la musique qui est vivante, c'est-à-dire on fait de la création. Les musiques instrumentales qu'on publie, c'est que de la création. Donc, forcément, la musique, elle bouge. Après la création, il y a des corrections, etc. Et donc, il faut qu'on ait une méthode souple pour pouvoir accompagner les compositeurs et répondre à nos commandes et tout ça. Mais voilà pour l'aspect digital. Mais en fait, le digital, c'est aussi très
très utile sur d'autres aspects parce que ça nous permet aussi de pouvoir présenter en ligne notre catalogue. Et donc sur le site internet, on peut en fait avoir, n'importe qui peut aller sur le site et naviguer à l'intérieur. Il y a des outils de recherche qui permettent de filtrer, de chercher. Par exemple, si tu cherches que des pièces pour clarinette, bah, tu peux les afficher. Si tu cherches par compositeur. Et tu peux avoir en fait une liseuse virtuelle qui te permet de tourner les pages et de zoomer à l'intérieur et de lire le livre comme si tu l'avais entre les mains. Mais c'est un extrait évidemment. Voilà. Et le site internet nous sert évidemment de boutique en ligne, puisque maintenant c'est très facile de gérer ça. Mais on a aussi des circuits traditionnels, c'est-à-dire des revendeurs, donc des librairies ou des intermédiaires qui nous passent des commandes aussi. Et du coup, là, c'est des volumes plus importants, puisqu'ils redistribuent ensuite chez d'autres clients. Voilà.